Vers 1850, nous sommes au tout début de la Deuxième République, qui est déjà sur le point de s'effondrer. Gustave Flaubert commence la rédaction de ce qui deviendra un jour le dictionnaire des idées reçues. Des idées reçues. Reçues et non pas réfléchies, non pas pensées, non pas construites, non pas expérimentées ou soumises au feu de la critique. Non, des idées reçues. Autrement dit, des lieux communs de la société bourgeoise de son temps, ces concepts tout faits, prêts à l'emploi, qui suffisent à meubler une conversation de salon ou à structurer un discours électoral sans que l'on ait besoin de penser, de réfléchir, ni surtout besoin de se poser des questions. 165 ans plus tard, en avril 2015, c'est précisément la principale qualité que certains communicants vont reconnaître à la nouvelle dénomination de l'UMP, les Républicains. C'est, affirme par exemple Jean-Daniel Lévy, c'est un mot qui permet de ne pas se poser de questions. Et donc, dit-il, de ratisser large. On ne se pose pas de questions, on évite que les autres s'en posent, et ainsi on peut satisfaire tout le monde. Un mot qui permet de ne pas se poser de questions. Parce que ce mot républicain, et naturellement ça renvoie au mot république, parce que le mot républicain serait suffisamment évident en soi pour tout dire. Un peu comme, je ne sais pas si vous en rappelez, dans La Belle Hélène, l'opéra d'Offenbach, il y a la marche des rois de la Grèce, et l'un de ces rois explique que son nom seul le dispense d'en dire plus long. Chacun sait ce que recouvre ou ce que signifie le mot républicain. Ou du moins, chacun est censé le savoir, un peu comme pour la loi. Chacun est censé connaître la loi, chacun est censé savoir ce qu'il y a derrière ce mot républicain. Et donc, les questions, les précisions, les réflexions et les critiques, bien sûr, sont superflues. C'est un mot qui, au-delà, évite, mais aussi interdit qu'on se pose des questions. En fait, c'est un mot sacré. Je dirais le mot sacré par excellence, y compris d'ailleurs, et là, c'est en tant que professeur de droit que j'y pense, y compris dans l'ordre juridique, dans l'ordre du droit positif. La Constitution, par exemple, la Constitution de 58, qui pourtant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, est une constitution bien peu républicaine à certains égards. La Constitution de 58, celle de la Ve République, donc, commence par un article premier, dans lequel on nous explique qu'il s'agit d'une république, et elle se termine par un article 89, alinéa 5, qui précise que la forme républicaine du gouvernement n'est pas susceptible de faire l'objet d'une révision de la Constitution. Autrement dit, l'article 89, alinéa 5, nous dit que même le peuple souverain n'a pas le droit de toucher à cette forme républicaine. Même lui, par référendum par exemple, n'aurait pas le droit, quoique souverain, de toucher à cela, à cette sacralité ultime que représente la République, ou plutôt la forme républicaine du gouvernement, dont, entre parenthèses, on ne nous dit pas ce qu'elle est. De même, sur un autre plan juridique toujours, si on regarde du côté de la législation, on note par exemple que la célèbre loi de 1901, la loi du 1er juillet 1901 sur l'association, dont on se gargarise si fréquemment, et dont on nous dit qu'elle ouvre pleinement finalement la liberté aux associations, cette loi de 1901 comporte un article 3 qui précise que, je cite, « Toute association qui aurait pour but de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet. » Autrement dit, la liberté pour tout le monde à condition d'être dedans, d'être dans ce cadre ou dans ce moule républicain, à condition de respecter cette forme républicaine dont, je répète, là encore, on ne nous dit pas ce qu'elle est. Ce qui, entre parenthèses, pour un juriste notamment, pose une question énorme. Parce que dans la mesure où on ne sait pas ce qu'elle est, on peut mettre n'importe quoi derrière.
Et on pourrait considérer, pourquoi pas, les juges chargés d'interpréter la loi pourraient considérer que est contraire à la forme républicaine du gouvernement des partis politiques qui eux-mêmes se réclament de la République ou prétendent s'en réclamer. La liberté, donc, aussi bien celle du peuple supposé souverain que celle des individus désireux de s'associer, la liberté, donc, trouve une limite immédiate, mais totale, dans cette notion de république ou de forme républicaine du gouvernement. Alors, notons qu'au moment précis, je reviens un petit peu en arrière, au moment précis où Flaubert commence à réunir les différents éléments de son futur dictionnaire des idées reçues, un journaliste, essayiste très célèbre, Émile de Girardin, en 1850, pose ce qu'il appelle la question du moment. Et qu'est-ce que c'est que la question du moment? C'est la suivante. La République est-elle au-dessus du suffrage universel? Il publie un ouvrage, une brochure sur cette question. La République est-elle au-dessus du suffrage universel? Et il y répond de manière positive. Autrement dit, pour lui, oui, effectivement, la République doit être considérée comme au-dessus de ce suffrage universel, autrement dit, au-dessus, là encore, de la volonté souveraine du peuple. Le peuple n'a pas le droit, il n'a plus le droit, nous dit Girardin, une fois qu'il est entré en République, il n'a plus le droit de faire marche arrière. Il y a comme une espèce d'effet cliqué, en quelque sorte, dans cette rhétorique républicaine qui se met en place à ce moment-là. Et de fait, Girardin, en 1850, inaugure une longue série d'essais, de discours qui iront dans le même sens. La République est au-dessus de tout, même au-dessus du suffrage universel, au-dessus de l'expression directe du peuple souverain ou prétendu souverain. C'est une question qui, vous en souvenez peut-être, a été rebattue ou relancée, par exemple, en 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Alors, effectivement, le risque qu'il soit élu était très faible, mais néanmoins, des auteurs, des philosophes, des essayistes se sont posé la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si, effectivement, lui arrivait au pouvoir? Qu'est-ce qui se passerait si le suffrage universel déraillait à ce point-là? Au point d'amener à la tête de la République quelqu'un qui n'est pas républicain ou qui ne correspond pas aux critères de cette République ou de ce républicanisme. Bref, on voit que les questions ne font que se répéter à quelques décennies ou quelques siècles de distance, puisque, au fond, c'est la même interrogation, donc, celle que formulait Girardin en 1850 à propos du président de la République de l'époque, c'est-à-dire Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III. C'est la même question, donc, la même question qui se repose aujourd'hui à propos, notamment, effectivement, de la question du Front National, étant précisé que le mot République, au sens où l'entend Émile de Girardin, n'est pas plus déterminé à l'époque qu'aujourd'hui. Revenons à Flaubert. Qu'est-ce qu'il nous dit Flaubert dans son discours des idées reçues sur le républicain? Réponse, je cite, « Les républicains ne sont pas tous voleurs, mais les voleurs sont tous républicains. » Voilà ce qu'il en dit. Point final. Alors, je répète, il s'agit des lieux communs de la bourgeoisie conservatrice de son époque. Mais voilà, on peut conserver ça éventuellement dans un coin de notre tête pour réfléchir au problème. 10 ans avant Flaubert, Proudhon, grand auteur, immense auteur, philosophe du socialisme et de l'anarchie, en 1840, dans son très célèbre ouvrage « Qu'est-ce que la propriété ?», l'ouvrage dans lequel il explique que la propriété c'est le vol, Proudhon donc soulignait que le mot républicain ne précise rien. Je cite. Res publica, dit-il, la chose publique, c'est la chose publique. Or, quiconque veut la chose publique, bref, quiconque s'intéresse à la politique, sous quelque forme que ce soit, je cite toujours Proudhon, peut
se dire républicain. Les rois sont aussi républicains. Fermez les guillemets. Les rois sont aussi républicains. En somme, en 1840, en 1850, en 2002, en 2015, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il y a derrière ce mot républicain. On parle, on discourt, on légifère, on autorise et on interdit, sans savoir de quoi il s'agit, sans savoir véritablement de quoi on parle, ni si ce dont on parle a un sens. Et c'est ce qui, en fait, en janvier 2015, au lendemain des attentats et du déferlement invraisemblable de mots républicains ou république auxquels on a eu droit à ce moment-là, c'est ce constat, si vous voulez, qui m'avait conduit à essayer de faire le point et à réfléchir un peu à ce mot républicain, en constatant d'ailleurs, personnellement, que, en tant que professeur de droit constitutionnel, c'est un mot que je n'emploie quasiment jamais, au point que j'ai écrit un manuel de droit constitutionnel dans lequel il n'y a pas dans l'index, il n'y a pas d'entrée république. Parce que c'est une... voilà, en réalité, même si ce concept est extrêmement chargé de valeurs d'après la Constitution, en réalité, c'est un concept qui n'apparaît pas, qui n'est pas significatif ou pertinent. Donc faire le point et constater donc, en essayant de faire le point, que, au fond, ce mot république ou républicain est un mot vide, un mot qui, en soi, est dépourvu de consistance. Ou plutôt, je vais essayer de vous le montrer maintenant, dépourvu d'essence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait ce que c'est que telle ou telle république. On connaît, on sait historiquement, empiriquement, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième République. On sait ce que c'est que la République américaine, on sait ce que c'est que la République helvétique, on sait ce que c'est que la République de Corée du Nord ou la République fasciste de Mussolini. On sait ce que c'est que la République aristocratique de Venise ou la République romaine. Voilà, ce sont des républiques. Mais en fait, derrière ça, derrière ces objets particuliers, il n'y a pas d'essence de la République. Il n'y a pas d'essence qui permettrait, si vous voulez, d'opérer une synthèse et de considérer effectivement que tous ces éléments, que tous ces exemples participent au fond d'un même principe ou d'une même logique. Bref, on sait que tel régime se qualifie de républicain, mais on ne sait pas ce que c'est que la République en général. Et par conséquent, on n'a pas non plus, à mon sens, ce faisant, de moyens de déterminer si tel régime politique, ou même tel parti politique, est républicain ou non. Puisque, au fond, c'est open bar, en quelque sorte. Il suffit de se dire républicain pour être républicain. Il suffit qu'un régime dise qu'il est une république. Il suffit qu'il mette le mot république dans sa constitution pour devoir être logiquement considéré comme un régime effectivement républicain. Mais à ce moment-là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'un autre régime qui pourrait éventuellement être à l'opposé absolu de ce premier devrait lui aussi être considéré comme républicain dès lors que lui aussi utiliserait le mot de république dans sa constitution. Bref, on ne sait absolument jamais où l'on se trouve. On ne sait pas ce que c'est qu'un républicain, on ne sait pas ce que c'est qu'une valeur républicaine, ni même une institution ou une forme républicaine de gouvernement. Bref, ce que nous trouvons dans la Constitution de 58 ou dans la loi de 1901 n'a en réalité aucun sens déterminé. Il n'aura de sens que celui qu'on lui donnera de manière aléatoire et éventuellement variable au fil du temps ou au fil des jurisprudences. Et donc, voilà un petit peu le panorama général, si vous voulez, de mon propos. Le panorama général, c'est ça, c'est de constater la chose, et ensuite, c'est d'essayer d'aller un peu plus au fond des choses,
Et on peut y aller maintenant. Euh, et ici, ma démonstration donc est en 3 points, si vous voulez. Tout d'abord, l'impossibilité, hein, quand on cherche bien, de définir la République. D'autre part, la création d'un substitut de ce que j'appelle la légende républicaine, qui est ce sur quoi, au fond, fonctionne aujourd'hui le discours, par exemple, d'un Manuel Valls, ou les discours qui conduisent à déclarer que le Front National n'est pas républicain. Et enfin, troisième point, plus rapidement, les conséquences de cette situation. Alors, premier point, si vous voulez, je me humecte un peu le gosier. Si vous voulez de l'eau aussi. Volontiers. Volontiers. Je vous laisse au service. Le premier point, donc, c'est de mon point de départ, si vous voulez, c'est donc d'essayer d'aller un petit peu plus au fond des choses et de me demander est-ce que, au fond, il y a un moyen de définir la République. Et donc, je commence tranquillement mon petit bouquin à l'écrire et je m'enquière auprès de mes collègues professeurs de droit public pour voir ce qu'eux en pensent et comment eux ils définiraient la République. Alors il y en a qui me disent oui, c'est tout simplement c'est l'inverse de la monarchie. D'autres qui me disent c'est un régime qui n'est pas une dictature, c'est pas un régime autoritaire. D'autres qui me parlent de suffrage universel, d'autres de laïcité, d'éducation, ou même d'universalisme. Ok, donc toute une série d'éléments de définition. Mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Aussi bien, c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, aussi bien les définitions positives, qui tendraient à démontrer ce que c'est que la République, que les définitions négatives, qui tendraient à démontrer ce qu'elle n'est pas, ce qui serait déjà ça, hein, en quelque sorte, eh bien, aucune d'entre elles ne marche. Alors, je fais un bref compendium de mes trouvailles. Si on prend les définitions positives, par exemple, la première, mettons, c'est le suffrage universel. Et là, on peut répondre, si, c'est assez républicain, puisque, en réalité, si on se limite à la France, hein, je me limite à la France, si on considère effectivement la France, c'est la République, en l'occurrence la Deuxième République, qui, en février et mars 1848, va établir pour la première fois dans une loi le suffrage universel. Avant, il n'existe pas, notamment parce que dans le régime précédent, qui est la monarchie de Juillet, on a certes un système électif, mais qui est un système censitaire, autrement dit, dans lequel seuls, au fond, on va dire les bourgeois, pour faire vite, ceux qui payent un certain montant d'impôts, ont le droit de voter et éventuellement de se présenter aux élections. Avec la Seconde République, on met à bas tout cela et on arrive à un système, effectivement, qui est un système dans lequel le suffrage universel est affirmé. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ça suffit à déterminer le suffrage universel comme caractéristique de la République? Alors d'abord, on pourrait dire que c'est la Deuxième République qui pose ce principe. Sous la Première République, les choses ne sont pas aussi simples. Donc est-ce que ça veut dire que la Première République n'est pas républicaine? Mystère. Deuxièmement, dans la première moitié du XIXe siècle, les républicains affirmés, qui sont dans l'opposition, hein, grosso modo, à partir de l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte en 1799, les républicains sont effectivement pour le suffrage universel, mais ils ne sont pas les seuls. Et par exemple, les légitimistes sont des partisans absolument farouches et affirmés du suffrage universel. Et on a toute une série d'exemples dans lesquels, effectivement, les légitimistes proclament que le suffrage universel, c'est indispensable. Et pourquoi est-ce qu'ils proclament ça? Ils proclament ça parce que, à la fois sur le plan des principes et sur le plan, on va dire, de la pratique politique, les légitimistes savent que le suffrage universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins faire voter les paysans,
Or, les paysans, à l'époque, sont, on va dire, catholiques, conservateurs, et plutôt favorables, finalement, à la monarchie légitime. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a un conflit très grave, si vous voulez, entre les légitimistes royalistes et la monarchie bourgeoise, on va dire, de Louis-Philippe, qui arrive au pouvoir en 1830, autour de ça. C'est vraiment un conflit très important, avec des textes extrêmement forts, extrêmement pertinents, de la part des grands pontes du légitimisme, qui expliquent qu'au fond, si la Restauration, donc le régime de Louis XVIII et de Charles X, n'a pas tenu le choc, si elle a été finalement obligée de... Enfin, si elle a volé en éclats avec la Révolution de 1830, c'est notamment à cause de ça, parce qu'elle n'a pas osé établir le suffrage universel qui aurait assis finalement la monarchie restaurée dans la longue durée et dans une sociologie finalement beaucoup plus favorable. Bon, donc autrement dit, les républicains ne sont pas les seuls à prôner le suffrage universel. D'autre part, lorsqu'ils instaurent le suffrage universel en 1848, c'est très amusant de voir, par exemple, la manière dont ils le font. Par exemple, Ledru-Rollin, qui est le ministre de l'Intérieur de l'époque, envoie à cette époque-là des circulaires à ses préfets pour leur dire faites très attention, faites en sorte que seuls des républicains puissent se présenter au suffrage universel, faites en sorte que ceux qui ne sont pas des nôtres ne puissent pas le faire, et il y a une tonalité complètement paniquée, si vous voulez, dans les circulaires très célèbres de Ledru-Rollin envoyés à ses préfets. Ledru-Rollin, il a bien été obligé effectivement d'accepter l'instauration du suffrage universel qui est, on va dire, l'un des éléments phares du programme républicain, mais une fois ce suffrage universel instauré, eh bien, il a une espèce je répète, de panique complète autour de ça. Enfin, dernier point, toujours ce suffrage universel, pour montrer que les choses ne sont pas aussi simples que ça, lorsqu'on regarde les choses sérieusement, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que ni la Deuxième République, ni la Troisième République n'ont été sérieusement du côté du suffrage universel, ce qui impliquait, là encore, le suffrage féminin. Puisque les femmes constituent plus de la moitié de la population française, et qu'elles sont de fait exclues, de droit exclues de ce suffrage. Autrement dit, suffrage universel, mon œil, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit. Et pourquoi mon œil ? Eh bien, parce que, là encore, c'est clair sous la Deuxième, mais ça l'est totalement sous la Troisième République, parce que, on va dire, les pontes républicains, notamment au Sénat, sont absolument persuadés que les femmes sont encore sous l'emprise du curé, et que par conséquent, autoriser les femmes à entrer dans l'isoloir, c'est transformer l'isoloir en confessionnal. C'est faire en sorte que le curé, déguisé en dame, aille voter, en quelque sorte, si je puis dire, à la place des dames, et par conséquent, eh bien, c'est prendre le risque, ni plus ni moins, de renverser la République. C'est ça le fantasme, si vous voulez, machiste des républicains de la Troisième. C'est la peur du curé qui serait caché derrière la femme. En soutane en plus. Donc, bref, le suffrage universel sous la Troisième République, et autrement dit, sous la Première, la Deuxième et la Troisième République, c'est pas grand-chose en définitive. Hein. C'est beaucoup moins de la moitié de la population qui vote. Est-ce que c'est mieux après, sous la Quatrième ? Certes, le suffrage universel féminin, le suffrage féminin donc, est établi à partir de 44 et utilisé à partir de 45. De même, autre innovation, les militaires ont à nouveau le droit de voter, ce qui n'était pas le cas sous la Troisième République. C'était aussi un élément intéressant. Hein. Donc, effectivement, on va dire, les personnes intéressées par ce suffrage universel sont plus nombreuses. Mais est-ce qu'on est encore vraiment dans le suffrage universel ? Oui et non. Si on constate, par exemple, que sous la Troisième et sous la Quatrième République, il n'y a pas de référendum. Il n'y a pas de démocratie directe. Et qu'au fond, la seule élection qui compte, c'est l'élection législative. Puisque on n'élit pas le président de la République au suffrage universel,
On n'élit pas les sénateurs au suffrage universel, c'est un suffrage à 2 degrés comme encore aujourd'hui. Et les autres élections, les élections locales, en l'occurrence à l'époque les élections municipales et cantonales, sont des élections peanuts, si j'ose dire. Des élections qui ne comptent pas, dans la mesure où on est encore dans un système très, très centralisé, dans lequel, au fond, le maire demeure totalement sous la tutelle du préfet. Et donc, élire le maire, c'est élire, au fond, un relais administratif de l'État central. Et pas grand-chose de plus. Bref, on peut dire que, je dirais pratiquement, jusqu'à la Ve République, eh ben, la République et le suffrage universel ne font pas vraiment bon ménage. Et je pense que ça suffit déjà à casser effectivement ce critère qu'on nous présente comme un critère absolument certain et ultime. On peut refaire le même exercice avec les autres éléments, par exemple la laïcité. La laïcité, on nous explique maintenant que c'est le grand truc, que c'est voilà, ce qui a toujours fondé la République. Là encore, il suffit de regarder un tout petit peu l'histoire pour constater que c'est totalement une aberration. Sous la Révolution française, par exemple, certes, l'Église catholique est très mal en point, c'est même le moins qu'on puisse dire. Aussi bien à l'époque de Robespierre que dans les années qui suivent. Hein, c'est l'époque où on déporte les prêtres en Guyane, avec une déportation qu'on appelle pudiquement la guillotine sèche. Hein, parce qu'on meurt, mais il n'y a pas de sang. C'est l'époque également où on fait prêter aux prêtres catholiques le serment de haine des rois. C'est quand même génial, quand même. On leur demande de jurer qu'ils haïssent les rois avant de pouvoir effectivement exercer leur ministère. Et c'est l'époque également où la République va mettre en avant ou imaginer même carrément des cultes nouveaux qui se substituent au culte catholique, mais qui ont une dimension religieuse absolument évidente et affirmée. Le culte de l'être suprême à l'époque de Robespierre, ou ce qu'on appelle la théophilanthropie dans les années qui suivent, donc sous le Directoire, ce sont des religions avec des sortes de prêtres, avec des cultes, des rituels, voilà. Ce sont d'autres religions, mais ce sont quand même des religions. Alors laïcité ou non? Ben non. Sous la Deuxième République, qu'est-ce qui se passe sous la Deuxième République? Que certains considèrent comme la République un peu parfaite, en quelque sorte. Elle n'a pas duré longtemps, donc c'est plus facile à admettre. Qu'en est-il sous la Deuxième République? Réponse, pas grand-chose. Parce que la Deuxième République est complètement, si j'ose dire, en symbiose avec l'Église catholique de l'époque. Et, par exemple, ce sont les prêtres catholiques qui bénissent les arbres de la liberté. Ce sont les prêtres catholiques qui, après chaque messe, font chanter un Deus salvum fac republicam, donc Dieu sauve la République, à la demande d'ailleurs du gouvernement. Et par ailleurs, les prêtres catholiques sont très nombreux, comme les protestants d'ailleurs aussi, mais les catholiques sont très très visibles, si vous voulez, ils sont très nombreux également dans les assemblées, et notamment dans l'assemblée constituante de la Seconde République. Et on a quelques personnages très très marquants, hein, comme Lacordaire, Lamennais, etc., qui sont de ce point de vue-là des personnages très 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 significatifs et très importants dans la construction de cette Seconde République. De la mythologie de la Seconde République. Sous la Troisième, même topo, on ne sait pas très bien où on en est. Est-ce qu'effectivement la République est alliée à la religion catholique? C'est le cas jusqu'en 1905, mais bon, avant, après, on ne sait pas très bien où on en est. Et dernière chose, à ce propos, sur cette laïcité, il y a un détail assez frappant, c'est le fait que quand on va, par exemple, dans les répertoires bibliographiques, quand on regarde sur par exemple, sur le catalogue de la BNF, on constate qu'il n'y a pratiquement aucun ouvrage qui comporte dans son titre le mot laïcité jusque dans les années 40. C'est un mot quasiment inconnu.
quasiment inconnu parce que voilà, ça ne correspond pas à la réalité. Hein. On est anticlérical ou proclérical, mais on n'est pas laïque, ni neutre d'ailleurs. Sur cette idée de la neutralité, par exemple, cette idée de la neutralité religieuse et scolaire, on a un homme politique très important qui s'appelle René Viviani, qui est un socialiste qui vire ensuite au radicalisme, qui sera président du Conseil, qui, en 1904, explique en première page de l'Humanité que le mot de neutralité a été mis en avant pour faire croire à ceux qui voulaient bien croire qu'on allait être neutre, mais bien évidemment, c'était un simple moyen de faire avaler la pilule. Bref, personne n'y croit, ni d'un côté, ni de l'autre. Quant au mot laïcité, le mot laïcité ne sera intégré, on va dire dans le droit positif, dans la Constitution de la France, que sous la 4e République, là encore, avec la Constitution de 1946, et il est intégré de manière un petit peu spectaculaire et inédite. On est tout à la fin du processus d'élaboration de la Constitution, et 2 députés communistes prennent la parole. L'un d'entre eux est assez célèbre à l'époque, il s'appelle Étienne Fajon, et c'est quelqu'un qui est considéré comme véritablement l'œil de Moscou. En 1946, l'œil de Moscou, c'est directement l'œil de Staline. Hein. Donc il a la petite casquette qui va bien, si vous voulez. Voilà. Et Étienne Fajon, l'année suivante, sera le représentant du Parti communiste français à Moscou pour la création du Cominform. Bref, c'est un type qui est... Voilà. 47, en plus, c'est pas une année très cool, on va dire, du point de vue des droits de l'homme en Union soviétique, etc. Hein. C'est même le moins qu'on puisse dire. Eh bien, c'est Étienne Fajon qui va proposer en 1946 un amendement à la Constitution, par un amendement, que l'on intègre ce mot de laïcité dans le titre, dans la titulature de la République. Alors, en face de lui, les députés, notamment chrétiens-démocrates, les députés du MRP, sont un petit peu étonnés notamment qu'il n'y ait pas pensé avant. Mais finalement, on s'arrange, mais les députés du MRP précisent qu'ils veulent bien le mot de laïcité, mais à condition qu'on s'entende pour considérer que la laïcité, c'est bien une laïcité neutre, ce qui ne va pas de soi. C'est le moins qu'on puisse dire, là encore. Hein. Donc voilà, cette laïcité est introduite tardivement dans le droit républicain, et tardivement avec, là encore, plein de points d'interrogation. Point d'interrogation du côté de ceux qui, effectivement, les staliniens les plus durs de l'époque, sont ses initiateurs. Point d'interrogation du point de vue de son sens véritable. Point d'interrogation du point de vue de l'interprétation qu'on pourra éventuellement lui donner, soit, effectivement, dans un sens éventuellement très, très défavorable, par exemple à l'Église catholique, soit dans un sens éventuellement favorable, voire très favorable, ce que feront par exemple Michel Debré en 1959 avec la loi scolaire, la loi sur l'éducation, ou ce que fera Nicolas Sarkozy dans son fameux discours du Latran, lorsqu'il parlera de laïcité positive. Et que dans la même veine, il expliquera qu'au fond, le curé marche devant l'instituteur, en renversant en quelque sorte une espèce de mythologie républicaine liée à cette laïcité. Bref, la laïcité non plus, ça ne marche pas. Et, alors, pour faire rapidement, les autres critères non plus, le critère de l'éducation, je le montre aussi dans mon livre, le critère de l'éducation, est-ce que ça marche? Là non plus, c'est pas du tout évident. On nous parle de Jules Ferry, évidemment, mais on va dire, s'il y a un nom important à retenir dans l'histoire de l'éducation et de la diffusion de l'éducation scolaire en France au XIXe siècle, c'est pas Jules Ferry, c'est 50 ans plus tôt, pratiquement, Guizot, le Premier ministre protestant d'ailleurs de Louis-Philippe, qui en 1833 établit la première grande loi sur l'éducation. Jules Ferry n'aura finalement qu'à compléter, comme tous les historiens de l'éducation le reconnaissent d'ailleurs, il n'aura qu'à compléter ce qui a déjà été très largement initié par ses prédécesseurs. Bon, donc
les éléments positifs de définition, il n'y en a pas. Ni la laïcité, ni l'universalité, ni l'éducation, ni le suffrage universel ne marchent vraiment. Maintenant, est-ce que les critères négatifs marchent? J'en prends un seul, c'est l'opposition monarchie-république. Alors, évidemment, là on pourrait dire que si on se situe sur le très long terme, on va dire, et si on dépasse les frontières françaises, à la rigueur, on peut mettre en avant le cas romain, le cas de la République romaine, puisque c'est effectivement contre la monarchie des Tarquins que on crée à Rome donc la République. Et voilà, on pourrait dire que pour une fois ça marche, on a une bonne définition. Sauf que même là c'est pas terrible. Même là c'est pas terrible lorsqu'on pense par exemple au fait que lorsque, après la mort de César, Octave devient Auguste et qu'il instaure ce qui sera l'Empire, eh bien, l'Empire continue de s'appeler République. Et ce qui est assez amusant, c'est de constater que, presque 2000 ans plus tard, Napoléon Bonaparte, lorsqu'il devient empereur héréditaire en 1804, continue d'être l'empereur de la République française. La preuve, ce sont les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, la numismatique, comme vous savez, comme les philatélistes, ce sont des sciences annexes, mais très intéressantes, très révélatrices à beaucoup d'égards. Ben, qu'est-ce que nous disent les pièces de monnaie frappées sous Bonaparte, empereur des Français? Eh bien, il suffit de les retourner pour voir que, donc, d'un côté, il y a marqué Napoléon, empereur des Français, et de l'autre côté, il y a marqué République française. De la même manière, la Légion d'honneur est encore délivrée au nom de la République, en tout cas pendant les premières années du règne de Napoléon. Il évolue après son mariage avec une archiduchesse autrichienne pour des raisons on va dire de politique étrangère, mais jusqu'en 1809, en tout cas, eh bien, les pièces de monnaie sont frappées avec cette double dimension, empereur des Français d'un côté et République française de l'autre. Est-ce qu'il est le premier à le faire? En France, non. Et ici, par exemple, ceux qui sont passés par la fac de droit se rappellent forcément d'un ouvrage très ancien dont on leur a rebattu les oreilles, qui est effectivement le premier ouvrage on va dire de philosophie politique paru en France à la fin du XVIe siècle, qui s'appelle Les 6 livres de la République, qui paraît donc sous la plume de Jean Bodin, qui est un philosophe politique de l'époque, très important, Jean Bodin, donc, qui fait paraître cet ouvrage en 1576, donc les 6 livres de la République. Mais la République dont il parle, c'est ni plus ni moins l'État. Lorsqu'il parle de République, de res publica, c'est simplement l'État, autrement dit, un système politique doté de la souveraineté, et qui va s'exercer sur un certain territoire et une certaine population. C'est la définition classique et habituelle de l'État. Par ailleurs, sous cette notion de république, eh bien, Bodin évoque toute une série de régimes politiques qui vont effectivement de la monarchie absolue, qui est d'ailleurs le régime qui a sa faveur, jusqu'à la République, ou les républiques qui peuvent exister à son époque, comme par exemple la célèbre République de Venise. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On est toujours dans cette dimension-là. Dans les siècles qui suivent, après Jean Bodin, eh bien, on constate par exemple que Henri IV, parlant de son royaume, dit parfois la République française. La République française. Que Louis XIV utilise le mot de République pour parler de la monarchie. Et même que, si on continue vers la Révolution, et donc vers l'instauration de la République en France, le 22 septembre 1792, on constate par exemple que les auteurs, on va dire les chéris des républicains, comme par exemple Montesquieu, ou encore mieux Voltaire et Rousseau, l'un et l'autre expliquent que une monarchie peut parfaitement être une république, et l'un et l'autre expliquent par exemple que l'Angleterre de leur époque est une république qui a pour caractéristique d'être gouvernée par un roi. Bref,
jusqu'à la toute fin du XVIIIe siècle, les choses ne sont absolument pas fixées. Et, comme je vous le disais à propos de Napoléon Bonaparte, elles ne sont pas véritablement après. C'est d'ailleurs sous Bonaparte que l'un de ses proches, l'un de ses plus importants conseillers, qui s'appelle Roederer, le comte Roederer, vous connaissez le champagne du même nom, le comte Roederer, donc, eh bien, va développer un concept que l'on retrouve ensuite assez fréquemment dans la littérature de l'époque, qui est le concept de monarchie républicaine. Monarchie républicaine, autrement dit, la possibilité, au fond, de combiner, de fusionner la monarchie et la République. Et qu'est-ce que c'est qu'une monarchie républicaine? C'est, on va dire, une monarchie réglée, une monarchie limitée, une monarchie avec une constitution et dans laquelle le peuple peut intervenir dans une certaine mesure. Notons que ce terme, ce concept de monarchie républicaine sera repris à de nombreuses reprises par le général de Gaulle lorsqu'il voudra décrire eh bien, la république un peu bizarre qu'il a fabriquée en 1958. Bref, pour revenir donc à mon propos du départ, ni en positif ni en négatif, on ne sait véritablement définir, on ne peut véritablement définir, je veux dire abstraitement, sur un plan essentiel, ce que c'est que la République. Hein, je répète, on a des républiques, on n'a pas une république avec un R majuscule, une sorte d'idée platonicienne de la République, ça n'existe pas. Alors comment on va faire? Eh ben, c'est ce que c'est de montrer, je vais faire un peu rapidement, ne disposant pas, si vous voulez, de cet essence, de ce concept général de République, on va essayer d'en créer un de toutes pièces. On va en créer un artificiellement, et c'est ce que j'appelle, dans mon petit bouquin, la légende républicaine. La légende républicaine, c'est quelque chose dont on sait très bien que c'est une légende. C'est une invention, un mythe. Un mythe, éventuellement d'ailleurs au sens sorélien du terme, c'est-à-dire quelque chose qui est inventé pour faire bouger, pour mobiliser, sans pour autant avoir un degré de vérité historique ou philosophique quelconque. Cette légende républicaine, eh bien, on va la créer, c'est ce que j'essaie de montrer, à partir d'un segment très bref de l'histoire de la Troisième République, un segment qui commence en 1899 et qui s'achève grosso modo en 1908. Un segment qui a plusieurs caractéristiques très intéressantes. Nous sommes en face d'une république qui se défend. Nous sommes, puisqu'on est en pleine affaire Dreyfus, qui se défend contre des ennemis qu'elle a désignés et contre lesquels elle va réagir de manière forte, autoritaire. Premier point. Deuxièmement, nous avons une république qui, pour la première fois, s'inscrit dans une certaine durée. Ces années 1899 à 1908, sont pratiquement remplies par 3 gouvernements successifs, ce qui est absolument dérisoire par rapport à l'habitude. Généralement, si vous voulez, sous la Troisième, comme d'ailleurs sous la Quatrième République, la durée de vie moyenne d'un gouvernement, c'est 6 mois. Autrement dit, quelque chose qui est non seulement dérisoire en soi, mais qui est juste aberrant. Tout simplement parce qu'on ne peut pas gouverner avec un gouvernement qui change tous les 6 mois. Or, pendant ces presque 10 ans, si vous voulez, c'est 9 ans plutôt, on a seulement pratiquement 3 gouvernements qui en plus sont dirigés, tous les 3, on va dire, par de vrais hommes d'État, contestables, contestés, mais de vrais hommes d'État. Le premier, c'est Waldeck-Rousseau, qui est un très brillant avocat breton, qui crée ce qu'il appelle le gouvernement de défense républicaine. Le deuxième, c'est le fameux Petit Père Combes, hein, l'apôtre de l'anticléricalisme à outrance. Et enfin, le troisième, c'est Clémenceau. Donc 3 personnages, on va dire, importants, avec une vraie assise, une vraie nature d'homme d'État, on va dire. Hein. Et donc, à partir de là, on va essayer d'imaginer, de construire une sorte de république rêvée, une sorte de république légendaire ou mythique, qui est une république forte, unie, qui sait se défendre, qui a des convictions très, très, très ancrées,
contrairement par exemple à la République précédente, qu'on appelle la République opportuniste, dont le nom suffit à nous faire comprendre que ses valeurs et ses directions ne sont quand même pas très fixées. Une République donc unitaire, forte, une République qui ne répugne pas à être éventuellement autoritaire. Bref, la République un peu rêvée que l'on retrouve de nos jours dans les discours de Manuel Valls ou éventuellement dans les écrits de Jean-Pierre Chevènement, de Régis Debray ou un peu auparavant, et un petit peu plus à droite, à peine d'ailleurs, de Philippe Séguin. Cette République-là est une République, au fond, qui n'a pas existé, ou pratiquement pas. C'est une sorte de République imaginaire, mais voilà, c'est une légende. Les légendes pour adultes, ça se fait comme les légendes pour enfants, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose, on le développe, on lui donne une taille, un brillant extraordinaire, et à partir de là, on essaie de fournir une sorte de pseudo-explication du monde. Eh bien, la République légendaire, à mon sens, c'est très largement cela. Et j'essaie donc de montrer comment, justement, on va bricoler notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et notamment dans les milieux radicaux, par exemple les milieux proches de Mendès France, on va essayer de retrouver, de rebricoler donc cette République légendaire, cette République qui, si je puis dire, n'a pratiquement pas existé, mais qui va permettre effectivement de construire une sorte de discours républicain en apparence cohérent et susceptible donc de proposer en quelque sorte une solution et une alternative. Et j'en arrive donc à la conclusion de mon petit livre, qui est de dire qu'au fond, voilà, on est face à deux hypothèses. Première hypothèse, l'hypothèse historienne. La République est un concept vide. Deuxième hypothèse, l'hypothèse légendaire. On se rattache à cette légende républicaine construite donc à partir d'un segment limité de l'histoire de la Troisième République, et on imagine donc cette République qui serait une République donc forte, unitaire, dotée de convictions importantes, avec des valeurs, avec des voilà, avec un destin, avec une et donc on a le choix entre ces deux éléments-là. Sauf que dans les deux cas, si vous voulez, le débat se trouve complètement vicié. Il est vicié, d'abord, si on se situe du côté du légendaire. Vicié, par exemple, parce que, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Si on accepte cette légende républicaine, ça veut dire que, par exemple, eh bien, la Ve République n'est pas républicaine. Pourquoi? Parce que dans cette légende républicaine, il y a, par exemple, l'idée que il est inimaginable que le pouvoir essentiel dans l'État républicain soit entre les mains d'une personne, d'un homme. Parce que ça rappelle trop la monarchie, et c'est contre ça, justement, que se constitue cette légende républicaine. Cette légende républicaine est très fortement anti-monarchique et contre toute personnalisation, contre toute personnalisation, contre toute monarchisation donc, du pouvoir. Le pouvoir doit appartenir, je dirais, exclusivement aux membres élus du Parlement, au Sénat et surtout aux députés. Dans ce système-là, les ministres, le gouvernement, le président du Conseil n'ont au fond de légitimité que dans la mesure où ils bénéficient de la confiance de l'Assemblée nationale ou de la Chambre des députés, autrement dit de l'appui de ceux qui sont véritablement les patrons, les souverains. Notons d'ailleurs qu'à l'époque, sous la Troisième et même sous la Quatrième République, le Parlement n'hésite pas à se qualifier lui-même de souverain. C'est quand même très, très intéressant comme détail. Donc, la Ve République n'est pas républicaine à cause de ça, à cause du président élu au suffrage universel et qui, de fait, détient la réalité du pouvoir. Elle n'est pas républicaine parce qu'elle est une monarchie républicaine, comme De Gaulle lui-même la définissait. Elle n'est pas républicaine non plus au sens de la légende républicaine parce que cette légende est totalement hostile, par exemple, à la démocratie directe. Et que, par exemple, le référendum eh bien, ne rentre pas dans cette logique-là. Elle n'est pas non plus républicaine parce qu'il y a un conseil constitutionnel et un état de droit
qui entend se situer au-dessus de la loi. Or, dans cette légende républicaine, c'est la loi qui est la norme par excellence, la norme légitime par excellence. La loi, expression de la volonté générale, nous dit cette légende républicaine, et qui par conséquent ne saurait en aucun cas être remise en cause par une juridiction constitutionnelle nationale, comme notre Conseil constitutionnel, ou une juridiction s'appuyant sur des traités internationaux, y compris lorsqu'il s'agit de la Convention européenne des droits de l'homme. Bref, tous ces éléments-là, tous ces éléments qui sont finalement les éléments, on va dire, si je puis dire, qui constituent l'ADN de la Ve République, le président, un président fort, une constitution qui est au-dessus de la loi, et donc une loi qui est susceptible d'être annulée, je fais vite, par des juridictions constitutionnelles composées elles-mêmes de magistrats non élus. L'importance également de la démocratie directe, et notamment du référendum sous ses différentes formes. Tous ces éléments-là, eh bien, ne correspondent pas à cette légende républicaine, et donc la conclusion qu'on est obligé d'en tirer, conclusion qui est évidemment absurde et impossible, c'est que si on admet ce sens du mot républicain, eh bien, nous ne sommes pas en République. Voilà. Alors maintenant, si on se rabat sur l'autre sens, le sens vide, c'est plus simple. Nous sommes en République, évidemment. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisque ce sens est vide, et que cette République-là est aussi républicaine, mais ni plus ni moins que les autres, et ni plus ni moins que des régimes qui seraient totalement anti-républicains au regard de ses principes ou de ses valeurs. Bref, on a le choix, soit d'arriver à une espèce de conclusion sophistique et insoutenable, qui est que nous ne sommes pas en République, soit d'arriver à un discours qui est complètement vide et creux, et qui, au fond, ne veut à peu près rien dire. Voilà la conclusion de mon petit ouvrage.